2 sessions d'un webinaire sur la RE 2020, qui est effectivement une révolution qui va nous arriver, dans le domaine de la construction, puisqu'on bascule, d'un monde d'une réglementation thermique à celui d'une réglementation environnementale. Vous verrez, tout ce que cela implique. Heu, Avant de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne, la RE 2020, on ne peut pas faire l'impasse, heu, de parler du label E+C-, puisque ce label a été mis en place pour, préfigurer la future RE 2020, pour expérimenter aussi cette RE 2020. Donc, pour expliquer justement la RE 2020 et tout ce qui change entre le label E+C- et la RE 2020, parce qu'il y a des changements, conséquents, également. On va faire un rapide, retour sur le label E+C-, qui lui-même était déjà, un grand changement par rapport à la RT 2012. Pour recontextualiser, hein, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ou LTECV, du 17 août 2015 indique que les nouvelles constructions, doivent favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le déploiement des énergies renouvelables. Heu et donc la LTECV indiquait déjà le chemin, vers la future réglementation, 2020. Donc comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit par une expérimentation, d'une nouvelle réglementation qui ne parle pas uniquement d'efficacité énergétique ou de performance énergétique, mais qui parle également, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est le label E+C-, qui, sur la partie énergie, s'est appuyé sur le socle de la RT 2012, mais ce socle a été complété, par 2 indicateurs. Un sur la performance énergétique, qui va au-delà, des indicateurs de la RT 2012, et un indicateur sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, du bâtiment construit. Donc, le grand changement par rapport à la RT 2012, c'est justement cette prise en compte de l'impact carbone. On ne se contente plus, du kilowattheure ou du kilowattheure énergie primaire, heu, sur lequel on s'appuyait depuis la RT 2000, mais on regarde 2 éléments. On regarde à la fois l'énergie en kilowattheure et les émissions de gaz à effet de serre en CO2, et en émissions de CO2 équivalent. Donc, 2 indicateurs ont été mis en place. Un indicateur énergie qui avait 4 niveaux de performance, E1 à E4. E1 étant le niveau basique, E4 le niveau, le plus élevé, équivalent à un bâtiment à énergie positive sur tous les usages. Heu, L'autre indicateur, c'est un indicateur carbone, donc C1 et C2 avec 2 niveaux de performance. Donc le C1 est un niveau, carbone standard et le C2 étant, préfigurant un niveau bas carbone. Donc comment on vérifie la conformité au label E+C-? Bah, avec, une étude thermique, que l'on faisait déjà avant, qui est complétée, par un bilan carbone qui est, une analyse de cycle de vie monocritère, puisqu'une analyse de cycle de vie regarde un certain nombre, de critères, et le bilan carbone se concentre sur les émissions de gaz à effet de serre. L'indicateur énergie, comme il est basé sur la RT 2012, bah, la surface de référence, c'est la surface, RT, et le moteur de calcul est basé sur la méthode, de la RT 2012, c'est-à-dire la méthode, au doux nom de THBCE, et elle a été, complétée, en conservant quand même la base, c'est-à-dire les indicateurs de la RT 2012, hein, le BBO, le CEP et l'indicateur TIC. Mais on a rajouté un indicateur qui s'appelle, bilan BPOS, qui prend en compte, uniquement les consommations d'énergie primaire non renouvelables et qui tient compte, du potentiel d'autoconsommation, lorsqu'on fait de la production d'énergie renouvelable sur, le projet. On avait rajouté d'autres indicateurs qui avaient un objet de capitalisation,
que je ne vais pas évoquer parce que ils n'ont finalement pas été retenus. L'indicateur énergie, donc je vous ai parlé que Bilan Pepos ne tient compte que des consommations d'énergie primaire non renouvelables. Donc c'est un vrai changement par rapport à la RT 2012, puisque la RT, l'indicateur CEP, tient compte des consommations d'énergie primaire renouvelables et non renouvelables. Donc ici, les flèches vertes et les flèches rouges, le bilan BEPOS qui nous permet de calculer le niveau E1 à E4 que l'on peut atteindre, lui, ne tient compte que des flèches rouges. Donc c'est une vraie prime à la consommation d'énergie primaire renouvelable. Donc il est intéressant sur les projets, on est incité à s'appuyer et à privilégier les ENR, soit sous forme de biomasse, donc avec des chaufferies chaudière bois, soit sous forme de raccordement à des réseaux de chaleur vertueux. Vertueux, c'est-à-dire qui ont un bouquet d'ENR supérieur à 50% dans leur production d'énergie, auquel cas on ne prend compte que la consommation, la part non renouvelable de l'énergie consommée. Et on a d'ailleurs constaté sur les dernières années un vrai boom, soit des conversions des réseaux de chaleur urbains aux énergies renouvelables, soit beaucoup de création de nouveaux réseaux de chaleur, soit dans de l'habitat existant ou même plus souvent dans des nouveaux quartiers qui ont été construits. En termes d'énergie captée sur le projet, bah là aussi, la partie consommation électrique associée à la géothermie fait partie des énergies primaires non renouvelables, donc c'est les flèches rouges, et bien sûr le solaire thermique en utilisation directe sur le projet, comme c'est de l'énergie renouvelable à 100%, hormis les consommations d'auxiliaires, bah, le solaire thermique n'est pas comptabilisé, et pour tout ce qui est géothermie et même aérothermie, on ne tient compte que de la partie consommation d'électricité. Là-dedans, l'indicateur énergie prend en compte l'autoconsommation sur tous les usages du bâtiment, c'est-à-dire pas seulement les usages réglementaires de la RT 2012, mais aussi les autres usages, donc les consommations liées au parking, les consommations liées au commun, les consommations domestiques, tout ça c'est pris en compte. Et la partie électricité exportée est également valorisée. Donc l'indicateur énergie au global, c'est les consommations rouges d'énergie entrante moins les consommations d'énergie autoconsommée et les consommations d'énergie sortante. Ça, c'est pour l'indicateur énergie. L'indicateur carbone, donc ça, c'est véritablement nouveau dans la réglementation bâtimentaire. L'objectif, c'est d'améliorer la performance environnementale des bâtiments que l'on construit en incitant à réduire les impacts tout au long du cycle de vie. On ne compte pas seulement la phase construction, on regarde vraiment le cycle de vie complet. La méthode utilisée dans le label E+C- est une méthode issue de la norme NFEN 15972, c'est-à-dire c'est une méthode normée au niveau européen qui regarde l'ensemble du cycle de vie, y compris la fin de vie des matériaux à l'issue de la potentielle démolition du bâtiment. La période d'étude de référence couverte est de 50 ans. Donc, on comptabilise les énergies utilisées par le bâtiment, les consommations d'eau du bâtiment pendant 50 ans et les impacts carbone aussi de toute la durée de vie du bâtiment. La surface de référence n'est pas la même que pour l'indicateur énergie. Dans le cas de l'indicateur carbone, on utilise la surface de plancher. Donc ça, c'était une première difficulté sur la BLE+C-, c'est qu'on avait deux surfaces de référence différentes. Pour le label E+C-, on a 4 contributeurs. On a un contributeur que vous avez peut-être déjà entendu sous son acronyme qui s'appelle PCE, c'est-à-dire produits de construction et équipement,
qui lui concerne l'impact carbone des matériaux et équipements que l'on met en œuvre, mais cet impact carbone sur toute la durée de vie du bâtiment, phase de production, phase de construction, phase d'exploitation et la fin de vie. Et nous avons un contributeur consommation d'énergie et un autre consommation d'eau qui concerne que les 50 ans d'exploitation. Et nous avons un contributeur chantier, pardon, qui concerne les émissions de carbone liées aux consommations d'énergie et d'eau de la phase construction. Comment est calculé l'indicateur carbone PCE? L'indicateur carbone, dans l'absolu, c'est pas très compliqué sur le papier, hein. Ce sont des quantités multipliées par des nombres de remplacements du composant en question sur la durée de vie de référence du bâtiment, c'est-à-dire sur 50 ans, multipliées par la donnée environnementale du composant sur un seul remplacement, et ça nous donne l'impact environnemental du composant concerné. Comme je l'ai dit, les analyses cycle de vie sont multicritères, donc ne concernent pas seulement les émissions de GES, les émissions de gaz à effet de serre, on peut regarder plein d'autres choses, consommation d'eau, destruction de couches d'ozone, acidification, etc. Ce que nous, on regarde dans le cadre du label E+C- et de la réglementation environnementale 2020, d'ailleurs, ce sera la même chose, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Où est-ce qu'on trouve la donnée environnementale du composant? On a différentes sources. On a soit des fiches de données environnementales et sanitaires, soit un profil environnemental produit. Donc ça, ce sont des données qui sont fournies soit individuellement par les fabricants, soit de manière collective par des syndicats qui peuvent faire des fiches pour un ensemble de produits répondant à des caractéristiques communes à plusieurs fabricants ou à tous les fabricants concernés par le syndicat. Et lorsque on n'a pas de données soit de FDES individuelles, c'est-à-dire qui concernent un produit ou un fabricant, ou de FDES ou PEP collectif, c'est-à-dire qui concernent un ensemble de fabricants, on peut se retourner en dernier recours vers des données par défaut, que l'on appelle pour le label E+C-, les MDEGD, le module de données environnementales génériques par défaut. Bien sûr, dès qu'on recourt à des valeurs par défaut, on est très fortement pénalisé puisque les valeurs ont été majorées en l'absence de connaissances précises et pour inciter aussi et les industriels à fournir des données collectives ou individuelles et inciter les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, tous les acteurs du bâtiment à choisir des produits qui bénéficient de données environnementales individuelles ou collectives. Dans le cadre du label E+C-, en fait, le critère carbone a deux sous-indicateurs, hein. Il y a l'indicateur émissions de gaz à effet de serre, ou EGES, qui est l'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, donc les 4 contributeurs sur tout le cycle de vie. Et on a un sous-indicateur qui concerne que la phase produit de construction et équipement, que le contributeur PCE, pardon, qui s'appelait EGES-PCE. Et donc, pour être conforme au niveau carbone 1 ou au niveau carbone 2, il fallait être conforme et sur EGES et sur EGES PCE. Pour faire le bilan carbone d'une opération, pour faire le calcul de cet indicateur, le référentiel du label E+C- a divisé l'ensemble des lots du bâtiment en 13 lots qui ne sont pas forcément, là je voudrais attirer votre attention, c'est que cela ne respecte pas forcément l'allotissement des projets sur lesquels vous pouvez travailler. C'est vraiment un découpage en lots spécifique au label E+C- et qu'il faut respecter. Et le référentiel est plutôt précis sur la répartition des composants et des équipements de mon projet.
dans les différents lots. Il y a un 14e lot qui n'est pas numéroté, mais qui représente l'impact carbone des fluides frigorigènes, qui a été vraiment séparé des lots techniques, puisqu'on a les lots gros œuvres et second œuvre architecturaux qui sont numérotés de 1 à 7, et on a les lots techniques qui sont numérotés de 8 à 13. Une petite particularité qui concerne les lots techniques, pour les lots 8 à 12, il est possible, dans le cadre du label E+C-, d'utiliser des valeurs forfaitaires, c'est-à-dire de ne pas faire le calcul des émissions de CO2 sur ces lots-là. Et on a donc dans son projet un impact carbone forfaitaire pour chacun des lots. C'est quasiment la totalité des études qui sont faites dans le cadre du label E+C-, qui sont en valeur forfaitaire, puisque jusqu'à récemment, il manquait beaucoup de fiches sur les installations techniques, et il n'était pas possible de faire la description totale des différents lots techniques dans le cadre des projets qui sont étudiés. Et donc, on est pratiquement exclusivement en lot forfaitaire. Là, vous verrez aussi un changement par rapport à la RE 2020. Voilà, juste pour illustrer l'allotissement qui est mis en place par le référentiel E+C-. Si on a un projet avec des façades à ossature bois, si ces façades sont porteuses, elles doivent être décrites dans le lot 3. Et si les façades sont non porteuses, elles doivent être décrites dans le lot 6. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait son étude. C'est le genre de subtilité que l'on peut retrouver dans le cas du référentiel E+C-. Pour accompagner le label E+C-, et pour préparer le retour d'expérience en vue de l'établissement et du calage de la RE 2020, il y a une expérimentation qui a été mise en place pour évaluer la faisabilité technique et économique des exigences nouvelles. C'est une expérimentation copilotée par l'État et le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, qui s'est traduit par la création de l'Observatoire des bâtiments énergie carbone, sur lequel les maîtres d'ouvrage pouvaient déverser les résultats de leur projet en label E+C-, pour alimenter une base de données qui permet de regarder le niveau de difficulté pour atteindre les différents niveaux du label, tant sur l'indicateur énergie que sur l'indicateur carbone, et étaient associés aussi des critères économiques pour essayer d'avoir une idée des surcoûts associés aux différents niveaux ciblés par les maîtres d'ouvrage. Tout cela est public, tout cela peut être retrouvé sur le site www.bâtiment-énergiecarbone.fr. À date, l'Observatoire regroupe 705 projets de maisons individuelles ou accolés, 323 bâtiments de logements collectifs représentant près de 7000 logements et 154 bâtiments tertiaires regroupant une surface de plancher de 454 000 m². Donc ça donne quand même un panel assez important de bâtiments qui ont alimenté cet observatoire. Là, je vous ai mis la synthèse des projets qui ont été déversés dans l'observatoire. Donc, vous voyez que du point de vue du niveau énergie, les projets atteignent principalement un niveau E2 et E3. Les projets E4 sont anecdotiques, il n'y en a qu'un seul dans l'observatoire. Pardon, il y en a 9 dans l'observatoire, un seul en E4C2. Et il y a une centaine de projets tout de même qui n'atteignent pas le niveau 0, enfin qui n'atteignent pas le niveau 1
de l'indicateur énergie et donc qui ont été classés en E0, c'est-à-dire non conformes au label plus C- sur le critère énergie. Donc ça s'est fait une centaine sur à peu près 1182 bâtiments qui ont été déversés dans l'observatoire. Au niveau carbone, la très grosse majorité des projets sont du niveau C1. Un peu plus d'une centaine de projets sont C2 et près de 300 projets sont C0, c'est-à-dire non conformes au niveau C1 du bâtiment, de l'indicateur carbone du label plus C-. Donc on a quand même un certain nombre de bâtiments qui ont été déversés, qui n'étaient soit pas conformes au niveau énergie 1, soit pas conformes au niveau énergie C1, soit les deux, parce qu'on a même une cinquantaine de projets qui sont E0, C0. Le retour d'expérience qu'on peut en faire, c'est pas que le label E plus C- ou le niveau E1, C1 du label plus C- est très difficilement inatteignable. En général, quand on analyse, on se rend compte que les projets C0, notamment, ceux-là qu'on a regardé le plus, projets C0 sont souvent très massivement saisis avec des valeurs par défaut. D'où ce niveau important de carbone calculé, puisque les valeurs par défaut sont très pénalisantes. Au niveau énergétique, sans doute que ce sont des projets qui ont souffert peut-être d'un défaut d'optimisation. Mais de manière globale, le niveau E1 ou C1 est loin d'être inatteignable au sens du label le plus C-. Donc voilà un petit tour sur le label E plus C-, parce que nous allons souvent aborder les principales différences entre la RE 2020 et le label E plus C-, parce que le label E plus C- a un service d'expérimentation de champ de test pour la RE 2020 et effectivement, il y a quand même sur un certain nombre de points, des écarts non négligeables entre ce que l'on connaît en ce moment sur le label E plus C- et ce que l'on mettra en œuvre sur la future réglementation environnementale 2020. Alors, la petite difficulté, je reviendrai dessus plus tard, c'est que la RE 2020 n'est toujours pas publiée à ce jour. Elle ne peut pas être publiée avant le 15 juin, puisqu'il y a un processus de recours au niveau européen sur le texte actuel. Donc, ça a reprolongé jusqu'au 15 juin le délai pour l'Union européenne de faire un retour sur le texte. Donc, tant que ce retour n'a pas été fait, la RE ne peut pas être publiée au JO. On nous annonce a priori une publication à mi-juin, entre mi-juin et fin juin probablement. Donc, ce que je vous présente ici, ce sont les annonces du dernier projet qui a été mis à la consultation, qui a été soumis et approuvé par le CSC2E, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, début avril. L'objectif de la RE 2020, c'est construire des bâtiments peu énergivores et recourant à des énergies moins carbonées. Donc, l'axe performance énergétique et énergie renouvelable, ou ce qu'on dit énergie moins carbonée ou décarbonée, c'est quand même un recours assez important aux énergies renouvelables, mais pas que. Le deuxième objectif, c'est réduire l'empreinte carbone des constructions, ce qui, en favorisant la mixité des modes constructifs et en favorisant la mixité des matériaux. On a pu entendre un certain nombre de polémiques. La volonté de toute façon, ce ne serait pas une réalité ni technique ni économique. La volonté n'est pas d'éradiquer les matériaux béton, par exemple pour le mode constructif ou acier,
mais c'est vraiment de favoriser le bon matériau au bon endroit et de faire en sorte que l'ensemble des composants des constructions réduisent leur impact carbone. Et l'ensemble de la profession dans le domaine du bâtiment doit faire des efforts pour réduire l'empreinte carbone des différents composants. Et un dernier axe qui n'est pas négligeable, qui est un enjeu dans le cadre du changement climatique, c'est proposer des bâtiments plus confortables en été, notamment en période de canicule, sans recours à des systèmes de rafraîchissement actifs. Donc, on va d'ailleurs commencer par s'intéresser au confort d'été en parlant des indicateurs, parce que cet indicateur de confort d'été peut impacter les autres indicateurs lorsque le bâtiment tel qu'il est conçu ne propose pas un confort suffisant en période de canicule. Donc, le premier indicateur de la RE 2020 s'appelle DH pour degré d'heure et il représente il représente le nombre de degrés heure d'un confort estival associé à des données climatiques d'une année avec canicule. Donc, il est soumis à deux seuils. Il y a un premier seuil, un seuil bas, qui vaut 350 degrés heure en logement, qui est le signe ou le symbole d'un inconfort d'été modéré, donc avec un risque accru de rajout ultérieur d'un système de climatisation. Donc, ce projet ne sera pas considéré comme non conforme à la RE 2020, il sera considéré comme conforme, mais par contre, on va considérer une consommation fictive de climatisation qui va augmenter les consommations conventionnelles des indicateurs en consommation en énergie primaire. Donc, si le projet n'est pas suffisamment performant en confort d'été, on va dégrader de manière artificielle la consommation conventionnelle pour prendre en compte une éventuelle clim qui serait installée ultérieurement. C'est un vrai sujet. Actuellement, en RT 2012, à peu près 2 à 3 % des projets neufs de logements sont proposés avec un système de climatisation. 5 ans plus tard, ce seuil, cette valeur monte une valeur comprise entre 20 et 25 %. Donc, il y a un vrai sujet de climatisation de bâtiments récents, climatisation mise en place après la livraison. Le deuxième seuil, qu'on appelle seuil haut, il est compris entre, il y a une petite coquille ici, il est compris entre 1200 et 1800 degrés heure en logement. Cette valeur dépendant des zones climatiques. C'est le signe d'un projet non conforme à la RE 2020 en raison d'un inconfort d'été rédhibitoire. Donc, si on dépasse le seuil haut, ce projet sera non conforme et il faut donc véritablement modifier, améliorer le traitement du confort d'été pour pouvoir être conforme à la RE 2020, que l'on soit climatisé ou non climatisé d'ailleurs. Même si on est climatisé et que le degré heure dépasse ce seuil haut, le projet sera considéré comme non conformé. Il faudra donc mettre en place des meilleures solutions de protection solaire, par exemple. Donc ça, c'est pour le premier indicateur, qui est l'indicateur de confort d'été. Deuxième étape, les indicateurs énergie, qui sont largement inspirés des indicateurs que l'on connaît pour la RT 2012. On a 3 indicateurs. On a un indicateur BBio pour besoins bioclimatiques. On a l'indicateur en CEP pour consommation d'énergie primaire. Donc ça, c'est vraiment, les termes sont repris de la RT 2012 et on en a un petit nouveau qui est là inspiré du label E+C-, c'est le CEP-NR, donc c'est la consommation en énergie primaire non renouvelable. Et c'est surtout celle-là qui sera soumise à un seuil maximal contraignant à ne pas dépasser par rapport au CEP. C'est surtout le CEP-NR qu'il faudra bien traiter
pour être conforme et bien sûr le BBio. Qu'est-ce qui change par rapport à la RT 2012 et du coup au label +C-? Les données météo ont été modifiées. Il y a eu 2 stations météo qui ont été changées, hein. Pour les zones H2B et H3, la station météo de La Rochelle a été remplacée par celle de Tours, qui a été jugée plus représentative. Pareil pour la zone climatique H3, où c'est la station météo de Nice qui a été remplacée par celle de Marignane. Les deux ont été jugés plus représentatifs que celles qui étaient utilisées précédemment depuis longtemps, hein. Pour les données météo, on a pris en compte non seulement une année moyenne, mais aussi une année caniculaire, qui est aussi celle utilisée pour le confort d'été. Il y a eu des modifications sur les scénarios conventionnels, modification des réduits, des besoins d'eau chaude sanitaire et d'autres éléments encore. Le BBio a aussi changé parce que les besoins de froid sont systématiquement calculés même lorsqu'on ne climatise pas, toujours pour prendre en compte ces risques d'ajout de climatisation ultérieure. Quelles conséquences sur le CEP et le CEPNR? Tout d'abord, les modifications des scénarios sur le logement font qu'on a une augmentation du poste chauffage et une baisse du poste eau chaude sanitaire. Les CEP et le CEPNR intègrent d'autres consommations que les 5 usages que l'on connaissait auparavant. On rajoute les consommations du parking, éclairage et ventilation, les consommations des ascenseurs et les consommations d'éclairage des parties communes. Et pour la production électrique, là, il y a un vrai changement par rapport à la RT 2012 et encore plus par rapport au label E+C-, c'est que la production électrique réalisée sur site est valorisée uniquement en autoconsommation. Donc l'export est comptabilisé à 0. Donc on a tout intérêt à optimiser son installation pour ne pas surproduire et faire de l'export. Bien sûr, la notion d'autoconsommation et d'export est indépendante de la partie contractuelle. Que l'on ait un contrat de revente totale, qu'on ait un contrat d'autoconsommation totale ou un contrat mixte, le moteur de calcul ne se préoccupe pas de cette partie-là. Lui, il calculera toujours heure par heure qu'est-ce qui est autoconsommé en mettant en face ce que l'on produit et ce que l'on consomme sur ce créneau horaire, et ça s'est réalisé sur les 8760 heures, et tout ce qui ne peut pas être autoconsommé est automatiquement comptabilisé à l'export. Un autre changement important, concerne la surface de référence. On aura désormais 2 surfaces en fonction des usages. Pour le logement, on va exclusivement s'appuyer sur la CHAB, hein, donc la surface habitable. Et sur les autres usages, on fera référence à une surface utile, et cette surface utile, elle est décrite dans le texte de la RE 2020. Et donc, je vous ai remis ici pour mémoire comment doit être calculée cette surface utile. Donc, on aura la même pour l'indicateur énergie, pour les indicateurs énergie et les indicateurs carbone. Donc, on n'aura plus de surfaces différentes pour les indicateurs différents. Donc, ça, c'est une vraie avancée d'avoir plus qu'un seul indicateur. Mais alors, attention, en thermique, on passe, sur les indicateurs énergie, on passe de la surface RT à la CHAB pour les logements. Donc, on ne pourra pas comparer les coefficients BBio, les coefficients en énergie primaire entre la RT 2012, le label E+C- et la RE 2020, puisqu'on ne divisera plus par les mêmes surfaces. Et mécaniquement, les indicateurs BBio et CEP, par exemple, sont augmentés puisqu'on divise par une surface qui est plus petite, et ce ratio dépendant de chaque projet. Donc, il ne faudra surtout pas s'amuser
à comparer les BBO, E plus C-, RT 2012 et RE 2020 parce que, comme très souvent lors des changements réglementaires, des changements à la fois dans les hypothèses, dans les scénarios, dans les méthodes et dans les surfaces font qu'on n'arrive pas à comparer les valeurs. Il y a d'autres changements encore. Il y a aussi des changements dans les coefficients de conversion avec des coefficients de conversion en énergie primaire et des coefficients de conversion en énergie primaire non renouvelables. En ce qui concerne la conversion en énergie primaire, on est sur une modification au niveau de l'électricité. Hein. Ça a fait l'objet de longs débats, longues polémiques. On est passé de 2,58 qui avait été mise en place depuis la RT 2000 à 2,3 pour l'électricité. Donc ça, c'est pour la conversion en EP et en EPNR. Et donc pour la conversion en EPNR, donc le bois est comptabilisé à 0. Il n'a pas de différence par rapport à la BE+, C-. Le réseau de chaleur urbain est comptabilisé à 1 moins le taux de NR. Là aussi, c'est le même esprit que la BE+, C-. Par contre, les réseaux de froid urbain, on ne peut plus prendre en compte un taux de NR. Le coefficient de conversion est à 1. Donc ça, c'est pour les indicateurs énergie. Passons à la dernière série d'indicateurs, les indicateurs carbone. Là aussi, il y a des modifications significatives pour tenir compte du retour d'expérience de la RE 2020. On est passé de 4 contributeurs au label E+C- pour le label E+C- à 5 contributeurs. Donc, on a toujours le contributeur qu'on appelle ici composant, qui représente les produits construction et équipement. On a l'indicateur énergie, l'indicateur eau, l'indicateur chantier. Mais on a un nouvel indicateur qui concerne l'impact carbone de la parcelle qui est apparu, en fait, qui fait, on le verra dans les slides suivantes, qui fait un distinguo entre ce qui doit être attribué au bâtiment et ce qui doit être attribué à la parcelle, sachant que ce qui est attribué à la parcelle n'est pas soumis à un seuil maxi à ne pas dépasser, mais on le comptabilise quand même, mais ce ne sera pas pénalisant pour l'atteinte d'un seuil. Donc ça, c'est le retour d'expérience des problématiques liées de l'impact carbone lié à des parcelles plus ou moins contraignantes avec des quantités importantes de clôture ou de VRD qui peuvent être pénalisantes alors que c'est presque indépendant du bâtiment lui-même. Sur les indicateurs carbone, on en a 5. Donc, on a l'indicateur IC énergie, qui est l'impact carbone de la consommation d'énergie en phase d'exploitation, donc sur les 50 ans de durée de vie du bâtiment, qui est classé dans les indicateurs carbone, mais qui est bien à cheval entre carbone et énergie. Hein, bien sûr, les deux sont liés. Hein, il est directement lié au CEP-NR et en tenant compte du poids carbone de l'énergie utilisée. Il y a le IC, l'indicateur IC construction, qui représente l'impact carbone des composants et de la phase chantier. Là aussi, nouveauté par rapport au label E+C-, on a regroupé l'indicateur des composants et de la phase chantier en un seul indicateur. Il y a l'indicateur IC bâtiment, qui est l'impact total pour le bâtiment hors impact spécifique lié à la parcelle. Un indicateur stock C qui représente le stockage de carbone biogénique, donc qui valorise les produits biosourcés notamment. Et on a un indicateur qui s'appelle IC DED 3 à 13, donc qui représente l'indicateur IC construction, la part de l'indicateur IC construction basée sur des données environnementales par défaut, hein, qu'on appelle DED maintenant, ou des valeurs forfaitaires. Dans ces 5 indicateurs, seul l'indicateur IC énergie et IC construction
sont soumis à des valeurs maximales à ne pas dépasser. Donc, on n'aura plus un impact carbone total du bâtiment max à ne pas dépasser. Par contre, on a individuellement un max à ne pas dépasser sur la partie énergie et un max à ne pas dépasser sur la partie construction. Là, ça veut dire qu'il faudra être bon sur les deux. On ne pourra plus, comme avant, faire un plus gros effort sur la partie composants pour avoir un peu plus de marge sur la partie énergie, puisque là, on regarde individuellement la partie composants et chantier et la partie énergie. Donc ça veut dire qu'il faudra être très bon dans les deux pour être conforme à la RE 2020. Donc, ce qui change par rapport au label E+C-, le premier changement est un changement très, très important de méthodologie qui est encore soumis à controverse et qui rend aussi la comparaison très compliquée entre le label E+C- et la RE 2020. C'est le passage d'une ACV statique à une ACV dite dynamique simplifiée. L'ACV statique ne prend pas en compte la date d'émission des gaz à effet de serre pour majorer ou non l'impact sur l'indicateur carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une émission en année 1 a autant d'importance ou autant de gravité qu'une émission en année 30 ou en année 50. Ça correspond à ce qu'on faisait dans le label E+C-, et ça s'appuie sur une méthode normée, la fameuse norme européenne que j'ai citée tout à l'heure. Pour la RE 2020, le gouvernement pousse l'ACV dynamique simplifiée qui considère qu'une émission de gaz à effet de serre en année 0 ou en année 1 est plus grave, plus impactante qu'une émission en année 30 ou 40 ou 50. C'est-à-dire plus l'émission est tôt dans le cycle de vie du bâtiment, plus l'émission est importante au regard du changement climatique. Alors, c'est très soumis à controverse parce que là, pour le coup, c'est une méthode franco-française, non basée sur une norme européenne et qui ne fait pas consensus dans le monde scientifique. L'ACV dynamique, en principe, c'est la prise en compte d'un impact carbone différencié heure par heure, notamment ou de manière donc journalière, horaire ou saisonnière sur les émissions carbone liées aux énergies. C'est-à-dire, on tient compte du fait que lorsque on consomme de l'électricité la nuit avec que les centrales nucléaires qui tournent, on a un impact carbone bien plus faible qu'en plein hiver, lorsqu'on a mis en route les centrales au gaz, les centrales peut-être encore au charbon s'il en reste. Donc, c'est plutôt ça au départ, la CV dynamique. Là, c'est le ministère a voulu introduire une notion différente qui prend en compte l'année d'émission des gaz à effet de serre, que ce soit la partie énergie ou la partie composant, puisque lorsqu'on renouvelle des composants, on réémet aussi des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, si on met en place une moquette qui a une durée de vie de 10 ans, cette moquette sera changée 5 fois. Et donc, en ACV statique, l'impact carbone de chaque renouvellement sera le même. En ACV dynamique, les renouvellements ultérieurs auront des impacts carbone qui vont baisser au fur et à mesure, puisque les coefficients de pondération évoluent d'une valeur de 1 en année 0 à une valeur de 0,578 au bout de l'année 50. Donc, ça veut dire qu'on a une minoration de 42% pour les réémissions en année 50, ce qui est notamment le cas lorsqu'on utilise des produits biosourcés. Parce que des produits biosourcés, on considère qu'elles stockent du CO2, mais en fonction des scénarios qui sont décrits dans les fiches, on a de la réémission de gaz à effet de serre parce que on va
valoriser de manière différente ces produits biosourcés. Certains vont être valorisés de manière énergétique, donc brûlés pour fabriquer de la chaleur. D'autres vont être réemployés, recyclés. D'autres vont être mis en décharge et se dégrader. Et donc, il y a une réémission forte sur les produits biosourcés. Et donc, en ACV dynamique simplifiée, cette réémission en fin de vie est minorée de 42%. Ça, c'est le cas général pour les composants et l'indicateur composant énergie, l'indicateur carbone énergie, pardon. Pour les fluides frigorigènes, on a des coefficients de pondération spécifiques qui vont de 1 à 0,880. Donc, cet ACV dynamique simplifié permet de valoriser le stockage temporaire de carbone mis en œuvre pour les produits biosourcés. Ça permet de moins pénaliser la réémission de carbone en fin de vie. Et bien sûr, les produits avec un fort impact en phase production et construction sont pénalisés, donc notamment le béton, l'acier, etc. Donc ce changement de méthode, le fait qu'il ne soit pas basé sur une norme européenne qui fait actuellement encore beaucoup de bruit, beaucoup de réactions dans le domaine bâtimentaire. Et c'est d'ailleurs sur cette méthodologie que les délais au niveau de l'Europe ont été allongés pour la validation des textes. Il y a aussi des modifications assez importantes dans certains cas pour les facteurs d'émission des énergies, facteurs d'émission carbone des énergies. Vous voyez que l'électricité bénéficie non seulement d'un coefficient de conversion d'énergie primaire de 2,3, mais elle réduit aussi son impact carbone, notamment là aussi le plus décrié, c'est l'impact carbone du mode chauffage, qui passe de 210 grammes dans le label E+C- à 79 grammes en RE 2020. Sur le CS, en logement, ça va représenter une baisse aussi non négligeable, avec un passage de 83 à 65. L'éclairage des logements aussi. Au niveau du bois, il y a aussi des modifications pour les plaquettes, les pellets et les bûches. Le gaz naturel, l'impact carbone du gaz naturel baisse légèrement. Pour les autres combustibles fossiles, ça augmente un peu, mais c'est anecdotique. Et pour les réseaux de chaleur urbain et de froid urbain, ça concerne les deux, ça ne concerne pas que le froid urbain. Pour les deux, ça dépend bien sûr du bouquet d'énergie utilisé par le réseau. Un petit comparatif de l'impact du passage de l'ACV statique à l'ACV dynamique. J'ai fait deux comparatifs, un sur une poutre en bois lamellé taillée, fabriquée en France, et une deuxième sur un mètre cube de béton. Donc j'ai mis les références de la poutre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce sont des données disponibles sur la base IGNES, qui est la base de référence sur laquelle on s'appuie pour le recours aux données environnementales des produits. Donc, sur le cycle de vie en ACV statique, on a un impact pour 1 mètre cube de poutre, on a un impact de 104 kg de CO2 par mètre cube, parce qu'à la phase production, on a un impact négatif à cause du stockage de carbone. En phase construction, on a un petit impact de 25 kg par mètre cube, et en fin de vie, on a une réémission très forte de 638 kg de CO2 par mètre cube en ACV statique, parce que là, on considère la totalité de l'impact de la réémission. En ACV dynamique, tout change, sauf en phase cycle de vie, puisqu'en utilisation, il n'y a pas d'émission de CO2.
Donc la fin de vie est diminuée de 42%, hein, donc on passe d'un impact de 638 à 369. Et du coup, on passe d'un impact positif global de 104 à un impact négatif global de 165 kg de CO2 par mètre cube. Donc en ACV statique, il y a une très forte, en ACV dynamique, pardon, il y a une très forte prime pour les produits biosourcés. Si on fait le même exercice sur un mètre cube de mur en béton extérieur d'épaisseur 16 cm en C25-30, XC4, XF1, CM2, CM2A, pardon. En ACV statique, on a un impact global sur le cycle de vie de 270 kg de CO2 par mètre cube de béton. Et en ACV dynamique, il est quasiment identique puisqu'on passe de 270 à 268,3 kg de CO2 par mètre cube de béton. Effectivement, au niveau du béton, on a très peu de réémissions de CO2 en fin de vie puisqu'on ne largue pas de carbone. Par contre, une petite particularité du béton, hein, le béton en phase d'utilisation fait une carbonatation de manière naturelle, hein, c'est-à-dire qu'il capte du CO2 et ça représente quand même sur 50 ans 20 kg de CO2 par mètre cube de béton de manière naturelle. Donc là, vous voyez les écarts et vous voyez les potentiels impacts de la nouvelle méthode sur la RE 2020 et vous comprenez que au niveau de label E+C-, on avait des résultats selon les projets globalement identiques, voire à légèrement meilleurs sur du bois lorsqu'on était sur des immeubles assez bas. Là, avec de la CV dynamique, il va y avoir un écart qui se creuse avec l'ensemble des produits biosourcés. Hein. On parle du bois construction, mais pas seulement. Hein. Tous les matériaux de seconde œuvre biosourcés vont aussi avoir une forte prime par rapport à des matériaux non biosourcés. Il y a d'autres changements encore par rapport au label E+C-. Là, c'est plutôt un changement positif hein, qui est intéressant. C'est un vrai retour d'expérience du label E+C-. Le lot 1 de la RE 2020 qui est affecté, donc qui regroupe que ce qui est affecté au bâtiment, ne considère que les réseaux extérieurs jusqu'au domaine public, le stockage pour pompage d'eau pour utilisation dans le bâtiment et assainissement autonome et les aires de stationnement extérieur. Tout le reste est affecté à la parcelle et donc nous soumis à un max à ne pas dépasser. Donc, que ce soit la partie récupération et stockage des eaux pluviales, pompage d'eau pour utilisation sur la parcelle, pré-traitement des eaux usées sur site, voies d'accès et autres revêtements extérieurs, les ouvrages de soutènement, les aménagements paysagers, les clôtures qui peuvent être un vrai sujet en termes d'impact carbone parce que c'est souvent de l'acier, donc avec un impact carbone non négligeable. L'éclairage extérieur général et l'éclairage extérieur architectural et décoratif, tout ça, c'est affecté à la parcelle et donc non soumis à max. On le compte quand même parce qu'il est probable qu'à terme, dans les futures évolutions, d'ici quelques années, parce que ça va avoir mûri, probablement que ça va petit à petit réintégrer les max à ne pas dépasser. Pour le moment, c'est intéressant parce qu'on n'est pas pénalisé par des grandes parcelles. Qu'est-ce qui change encore par rapport à la label E+C-, ce sera aussi un changement majeur, c'est l'obligation de saisie détaillée pour une partie des lots techniques. C'est-à-dire on ne pourra plus être en lot forfaitaire pour certains lots. Donc il y a le lot 8 qui est le lot CVC, donc chauffage, ventilation, refroidissement, production et stockage ECS. Or, sous lot 8.1, je reviendrai plus tard à ce qu'est le sous lot 8.1. Donc le lot 8, il faut le saisir de manière détaillée, le lot 9 qui concerne toutes les installations sanitaires et le lot 12, donc les appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur doivent être saisis de manière détaillée. On ne pourra rester en lot forfaitaire uniquement pour le sous-lot 8.1. Donc ça, c'est la partie production, hein, les équipements de production chaud-froid
hors cogénération. Le lot 10, qui est le lot courant fort, et le lot 11, qui est le lot courant faible. Donc, c'est quand même un changement majeur. Et associé à cela, le ministère a fait créer un certain nombre de données environnementales par défaut, équipement par équipement, pour les différents lots techniques. Mais ça reste des données environnementales par défaut. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop dire si cet impact sera très défavorable. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il faut impérativement que les industriels mettent les bouchées doubles pour fournir des FDES ou des fichiers PEP au moins collectifs, voire individuels, et qu'il y aura une vraie prime pour les fabricants qui auront, ou les syndicats qui auront fait l'effort. Parce que on aura tout intérêt à opter pour des valeurs qui ne soient pas des valeurs par défaut. Parlons maintenant des modalités d'application. Là aussi, hein, c'est sous réserve de ce qui sera finalement publié, mais un certain nombre d'aménagements aussi par rapport au label E+C- et par rapport à la RT 2012. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y aura sans doute au minimum 2 dates d'application, voire de nouveau 3, comme pour la RT 2012. Il y a une première date qui semble gravée dans le marbre, hein, qui est le 1er janvier 2022 pour les bâtiments de logement individuel et collectif. Hein. Le projet texte a été validé par le CSC2E en avril. Donc, application pour les dépôts de PC à partir du 1er janvier 2022. En ce qui concerne les bureaux et bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, initialement, ça aurait dû être la même date d'application que le logement, mais il y a du retard par rapport au logement. Hein. C'est qu'actuellement, les concertations ont à peine démarré. Hein. Il y a eu une réunion le 28 avril 2021 et on peut faire des contributions jusqu'au 28 mai, donc pratiquement à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin de la semaine, pardon. Et donc, actuellement, on n'a encore aucun seuil qui a été publié, contrairement au résidentiel. On a déjà les projets de seuil, de modulation, puisque tout ça, ça a été soumis au CSC2E. Là, on nous annonce une application entre le 1er, au plus tôt le 1er janvier 2022, au plus tard le 1er juillet 2022. Puis, tous les autres usages, on n'a pas d'indication précise. Initialement, il avait été indiqué que les autres usages tertiaires arriveraient 1 an après la date d'application des 4 premiers usages. Étant donné qu'il y a 2 dates désormais pour les 4 premiers usages, on ne sait pas dire dans quel timing, mais entre 1 an, c'est probablement début 2023 ou mi-2023, j'imagine, pour les autres usages, parce que là, les travaux sont encore bien plus décalés. Ça s'applique à tous les bâtiments ou parties de bâtiments chauffés à une température supérieure à 12 degrés ou refroidis à une température inférieure à 30 degrés et les parcs de stationnement associés. Hein. Alors pour la partie chauffée, il n'y a pas de différence, mais c'est la première fois qu'on voit une indication sur la température de refroidissement. On peut, lorsqu'on a un usage minoritaire, l'assimiler à l'usage principal si la surface de référence est inférieure à 150 mètres carrés et inférieure à 10% d'usage principal. Donc, lorsqu'on a un bâtiment jusqu'à 1500 mètres carrés et qu'on a moins de 10% d'un autre usage, on a le droit de l'assimiler à l'usage principal. Si cet usage principal est soumis à la RT 2012 ou à la RE 2020, sauf pour la maison. Et là aussi, une nouveauté, le respect de la RE 2020 vaut respect de la RT 2012 et de la RT rénovation globale ou par élément. Donc, dans l'absolu, si l'on a un bâtiment subissant une rénovation lourde avec des extensions soumises à la RE 2020, on peut très bien faire un seul calcul en RE 2020 et ça vaudra respect à la fois de la RE 2020 pour la partie neuve et respect de la
RT Rénovation pour la partie rénovée. Alors, je ne sais pas si c'est simple à faire. On n'a pas de recul encore là-dessus, mais en tout cas, c'est une possibilité qui peut être intéressante pour le cas de bâtiments rénovés lourdement avec des extensions neuves qui peut, notamment lorsqu'on a peut-être une partie des extensions qui serait soumise à la RT 2012 et une autre partie qui serait soumise à la RE 2020. D'autres modalités, alors là c'est un vrai changement et on attend d'en savoir un peu plus. Il y a une volonté d'application de la RE 2020 pour les constructions provisoires et les constructions de petites surfaces. Donc, les constructions provisoires, c'est les habitations légères de loisirs. C'est aussi les constructions provisoires au sens de l'article R421-5 du Code de l'urbanisme, y compris pour les constructions ne requérant pas de PC ou de déclaration préalable. Construction provisoire, c'est quoi? C'est une construction d'une durée inférieure à 3 mois ou les relogements d'urgence ou hébergements d'urgence inférieurs à 1 an, ou des bâtiments scolaires démontables le temps d'une année scolaire, ou des installations de chantier, ou des bâtiments dédiés à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive. Toutes ces installations, pour le moment, ont été exonérées de la réglementation thermique. Il y a une volonté de les soumettre à la RE à partir du 1er janvier 2023. C'est assez étrange en ce qui nous concerne, notamment pour les installations de chantier. On n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus, mais on suit ce sujet de près parce que ça va pas être simple d'avoir des installations de chantier conformes à la RE 2020. Il y a aussi les petites extensions qui seront soumises à la RE 2020 à partir du 1er janvier 2023 et de manière transitoire toute l'année 2022, ce sera appliqué à la RT 2012. Quelles sont les tendances que l'on nous annonce? Alors, je parle bien d'annonce, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Sur le BBio, il y a une volonté de réduire de 30% par rapport à la RT 2012, donc une amélioration des besoins bioclimatiques de 30% pour le cas général et de 20% pour les petits bâtiments. De point de vue énergétique, les solutions tout gaz seront exclues pour les maisons dès le 1er janvier 2022. Et les seuils qui ont été mis en place ne permettront pas d'être conformes. Et les solutions tout gaz seront exclues pour les logements collectifs à partir du 1er janvier 2025. Pour les modes constructifs, bien sûr, les produits biosourcés seront favorisés par l'ACV dynamique, mais le ministère rappelle que tous les matériaux doivent avoir leur place, à condition de réduire leur empreinte carbone avec une logique de résultat et non de moyens. Ça nous semble du bon sens, c'est une bonne nouvelle. Mais bien sûr, cela favorisera la mixité des matériaux, le bon matériau au bon endroit. Ça, c'est une tendance de fond que l'on commence à voir avec le label E+C- et qui va continuer. Il y aura aussi, il y a d'ores et déjà programmé un renforcement progressif tous les 3 ans. Donc en 2025, en 2028 et en 2031, avec une réduction entre les seuils de 2022 et les seuils de 2031 de plus de 30%. Donc un effort significatif. Ça, c'est pour les tendances. Pour les exigences, il y a aussi des modulations. Le lot infrastructure, donc, qui concerne les fondations et les infrastructures des bâtiments, l'impact du poids carbone du lot 2 sera limité à 40 kg de CO2 par mètre carré. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de ne pas pénaliser les bâtiments, soit qui doivent construire beaucoup de niveaux de sous-sol à cause d'un PLU qui exige des parkings, ou qui se construit sur un mauvais sol avec donc des fondations importantes. Le lot VRD, quant à lui, est capé à 30 kg de CO2 par mètre carré pour les maisons et à 10 pour les logements collectifs. En plus du fait d'avoir distingué la parcelle du bâtiment.
Il y a aussi une modulation spécifique pour les fiches par défaut, hein. Entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025, un projet avec beaucoup de données environnementales par défaut bénéficiera d'une modulation à la hausse, c'est-à-dire il aura un droit à consommer un peu supérieur si les valeurs par défaut et les valeurs forfaitaires représentent une part supérieure à 370 kg de CO2 par mètre carré. Entre 2025 et 2028, il n'y aura pas de modulation. Et à partir du 1er janvier 2028, c'est l'inverse. Un projet avec beaucoup de DED sera pénalisé avec une exigence modulée à la PES. Là aussi, ça nous semble intéressant pour permettre le temps de s'adapter et avoir des fiches individuelles ou collectives dans tous les domaines. Et après, ça obligera aussi les maîtrises d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage à faire des choix plus en amont, ce qui est déjà le cas de ce qu'on constate lorsqu'on fait des bâtiments avec des performances carbone importantes. Les seuils, là vous voyez l'évolution des seuils de l'indicateur IC Énergie. Donc vous voyez que dès le 1er janvier 2022, pour les maisons, on a un seuil qui sera constant, hein, qui est à 160 kg équivalent CO2 par mètre carré. Hein, ça représente à peu près 4 kg par an, ce qui est faible. Pour les maisons, pour les constructions dans le cadre d'un permis d'aménager qui inclut du gaz qui a été validé avant le 1er janvier 2022 et pour les PC avant le 31/12/2023, il y a la possibilité d'avoir un droit à consommer 1 mètre supplémentaire qui va à 280 kg de CO2. Puis pour les logements collectifs, pour le moment, les premiers 3 ans, on est à 560 et après ça baisse directement à 260. Donc 1er janvier 2022, on n'est pas très inquiet. À partir du 1er janvier 2025, il faudra faire un vrai effort sur les émissions de carbone des logements, consommation énergétique des logements collectifs, avec de manière transitoire entre 2025 et 2027 pour les réseaux de chaleur un droit à consommer légèrement supérieur. Pour IC Construction, là on voit une évolution tous les 3 ans, régulière. La première étape, 1er janvier 2022, devrait se passer sans trop de mal. Et à partir du 1er janvier 2025, là, il faudra faire des efforts non négligeables sur IC Construction. Et tous les 3 ans, ces efforts seront majorés. Il reste des garde-fous avec des petites modifications. Sur les ponts thermiques, soit on respecte comme actuellement un max sur le ratio PSI et sur le PSI L9. Hein. Alors, en RT 2012, le ratio PSI, c'est 0,28. Ici, c'est 0,33. Hein. Ce n'est pas que c'est moins contraignant, c'est que la surface de référence ayant changé, mécaniquement, le ratio de PSI augmente. Mais on a une autre possibilité, c'est celle de garantir qu'en tout point, au droit du nu intérieur de l'isolant, la température de surface soit supérieure à 15 degrés. Alors là, la difficulté, c'est comment on garantit ça de manière certaine. C'est un vrai sujet à explorer dans les prochains temps. Pour l'accès à l'éclairage naturel, on a toujours pour le logement soit surface totale des baies supérieure ou égale à 1/6 de la CHAB, soit pour chaque logement, on a 3 critères à respecter. Mais ça impose de faire des études d'accès à l'éclairage naturel importantes, pièce par pièce, logement par logement. Donc, pas sûr que dans un premier temps, on se lance dans ces possibilités en termes d'exigence. D'autres modifications sur les garde-fous. Les garde-fous sur les protections solaires sont étendus à l'ensemble des baies. Or, locaux à occupation passagère, ça concerne plus seulement les baies des locaux de sommeil, ça concerne l'ensemble des locaux hors locaux à occupation passagère. Pour la perméabilité à l'air, là aussi des modifications dans nos pratiques. Hein. Si on fait la mesure par échantillonnage, qui est réalisée dans pratiquement tous les projets,
La valeur mesurée sera pénalisée de 20%. Et si des travaux pouvant affecter la perméabilité à l'air sont réalisés après la livraison, la valeur mesurée est augmentée de 0,3 m3 par mètre carré en l'absence de réservation pour ne pas impacter la perméabilité à l'air par ces travaux. Et ces pénalisations sont cumulables dans cet ordre. Il y a aussi une obligation de vérification du système et mesure de la performance pour la ventilation. Pour les logiciels, jusqu'au 30 juin 2022, les logiciels ayant réalisé un autocontrôle et effectué une demande d'évaluation pourront être utilisés. Après cette date, ce seront forcément des logiciels évalués. La première évaluation sera valide 2 ans. Et cette validité sera étendue de 5 ans s'il y a un réexamen sans écart, de 2 ans seulement s'il y a un réexamen avec des écarts majeurs. Les données d'entrée géométriques doivent être conformes au plan avant achèvement et conformes aux grandeurs effectivement mises en œuvre après achèvement. Pareil pour les quantitatifs, ça doit être conforme aux estimations de quantité avant achèvement et conforme aux grandeurs effectivement mises en œuvre après achèvement. Associé à la RE 2020, il y a aussi un label RE 2020 qui est annoncé. Mais là, on est au tout début de la consultation qui est menée par le plan bâtiment durable et qui s'appuie sur des propositions du groupe de travail RBRT, Réflexion bâtiment responsable des territoires. Il y a eu une première étape entre le 6 avril et le 7 mai. Ce qui est annoncé, c'est 2 niveaux. Un premier niveau qui s'appuie complètement sur la RE 2020 en abaissant simplement les exigences. Et un deuxième niveau qui est annoncé, qui doit préfigurer les bâtiments d'après-demain et qui doit donc aller au-delà de l'énergie et du carbone. Donc, on explore des thèmes tels que la gestion durable de l'eau, l'économie circulaire, le confort et la santé, la biodiversité, et qui doit favoriser l'innovation. Alors, quels sont les impacts sur les projets? Objectivement, en l'état, c'est impossible à dire de manière certaine. On n'a toujours pas des textes définitifs. On n'a pas les logiciels avec le moteur. On a seulement un petit nombre de bureaux d'études qui a pu faire des simulations avec l'interface du CSTB qui s'appelle Maestro, avec tout le risque qu'il y a eu des erreurs de codage dans l'interface du CSTB pour attaquer le moteur. Enfin, c'est du retour d'expérience des fois précédentes, et ça peut tout à fait arriver. Et on a aussi beaucoup de bureaux d'études qui sont simplement en phase d'apprentissage du label E+C-. On a les premiers de cordée qui en font depuis quelques années, mais on en a beaucoup qui commencent à peine à apprendre le label E+C-, et donc je ne parle pas de lorsqu'il faudra commencer à faire les projets en RE 2020. Donc, à part les tendances qui vous ont été présentées ce matin, je ne sais pas vous dire les impacts réels sur les projets. Voilà, moi j'ai fini pour la présentation. Laissons la place maintenant aux questions. Merci beaucoup, Vianney, pour cette présentation très éclairante sur la RE 2020. Alors, effectivement, nous avons plusieurs questions. Je vais commencer par la toute première qui avait été posée, à savoir, est-ce que le label E+C- sera annexé à la RE 2020 en tant que label d'État ou a-t-il vocation à disparaître? Alors là, j'ai répondu avec l'avant-dernière slide. Le label E+C- est associé à des projets soumis à la RT 2012. Et donc, il va s'éteindre avec les projets qui seront soumis à la RE 2020 et un nouveau label sortira. Alors, comme autre question assez technique, on vous demande si les matériaux de construction du bâtiment sont pris en compte dans l'indicateur IC Construction ou dans l'indicateur IC Bâtiment. Les deux. Donc, IC Construction, c'est, pour résumer, l'ancien PCE et le chantier. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant IC Composant et la phase chantier. Donc, c'est l'impact carbone de tous les produits de construction et des équipements. Et le bâtiment, c'est la somme de tous les indicateurs. C'est IC Énergie, IC Construction et la partie eau.
Oui, partie haut. Merci beaucoup. Autre question, est-ce qu'il est prévu des mises à jour des fiches FDES, sachant qu'un projet peut durer quand même plusieurs années entre la phase amont et la phase fin de chantier? Alors ça, c'est un sujet que l'on suit de très près depuis longtemps chez EGF et c'est un point d'alerte qu'on a cessé de remonter tout au long des consultations. On insiste pour qu'il soit possible à un moment de geler les FDES et les PEP qui sont prises en compte dans les projets, parce qu'effectivement, la temporalité des projets bâtimentaires est totalement différente de la temporalité des fiches FDES. Et donc, on n'a toujours pas la trace écrite ou la traduction écrite de cela dans les faits. En fait, on a proposé, nous, de transposer un mécanisme qui existait déjà pour la RT 2012 sur la partie performance des équipements, des chaudières, par exemple, ou des pompes à chaleur, où on a le droit de rester sur les valeurs qui étaient en cours au moment du dépôt de PC. Et nous, on proposait ça aussi pour les fiches FDES et les fiches PEP, qu'on puisse utiliser les valeurs qui étaient en vigueur au moment du dépôt de PC, avec, si on veut, la possibilité de mettre à jour, mais avec la possibilité de rester sur ces valeurs-là. Alors, dans des réunions de concertation, ça a été indiqué de manière orale par le ministère, mais pour le moment, on ne voit aucune traduction écrite et on ne cesse de remonter ce point. Ça nous semble indispensable parce qu'effectivement, on a même illustré avec des vrais projets des impacts qui sont énormes parce que des fiches se sont éteintes ou ont été mises à jour. Merci beaucoup. Alors, autre question, est-ce que le réemploi est compté à 0, que ce soit pour du réemploi in situ ou du réemploi ex situ? Le réemploi est compté effectivement à 0, mais c'est pour le réemploi sur le projet qu'on construit. Que les produits viennent du site ou d'un autre site. Mais si le projet neuf que l'on construit utilise des matériaux réemployés, ces matériaux réemployés sont comptés à 0. Autre question ensuite, est-ce qu'il est prévu un périmètre de prise en compte des produits de construction? Alors j'imagine que ça concerne la question de la description de la complétude des études et de la vérification de la complétude des études. J'imagine que c'est ça. Si jamais ce n'était pas le cas, que la personne repose la question différemment. Ça, c'est un deuxième point que l'on a souligné au niveau des concertations dans le cadre d'EGF, c'est qu'on insiste vraiment pour que le ministère écrive dans le référentiel ce qui est attendu dans le calcul des indicateurs pour que on compare bien des choses comparables. Actuellement, le meilleur projet en termes de carbone, c'est celui où on utilise la moitié des éléments, puisqu'un matériau non comptabilisé vaudra 0. Donc, c'est une grande crainte au niveau d'EGF que des entreprises qui travaillent correctement et qui fassent des ACV complètes soient pénalisées parce qu'on se compare à des études incomplètes. On n'est pas les seuls à le souligner, mais c'est quelque chose que nous souligne depuis le début. Là aussi, on n'a pas encore vu la traduction dans les faits, mais c'est un sujet récurrent. Ça s'appelle le sujet de la complétude des études ACV et de vérifier que qu'est-ce qu'on doit comptabiliser. Par exemple, si on fait le LOELEC, est-ce que on doit bien comptabiliser le chemin de câble? Est-ce qu'on comptabilise les fixations du chemin de câble? Enfin, pour qu'il n'y en ait pas un qui comptabilise que le chemin de câble, un autre non, et un autre la totalité. Merci. Autre question qui vous est posée, comment sont pris en compte les PCE qui ont une durée de vie supérieure à 50 ans? Alors, par exemple, un produit qui aurait une durée de vie de 100 ans, son impact est-il divisé par 2 dans les calculs? Non, non, la première fois, c'est au moins pris en totalité. Donc, la première fois que le produit est mis en œuvre, on le compte intégralement. Après, si on le renouvelle une ou plusieurs fois, le renouvellement sera pris au prorata. Par exemple, le produit qui a une durée de vie de 30 ans et que l'on renouvelle une fois,
La première fois sera bien compté 30 ans et la deuxième, ce sera comptabilisé que sur 20 ans. Par exemple, tous les bétons, la durée de vie des bétons, c'est 100 ans, mais on compte bien l'impact total. D'accord. Autre question encore. Est-ce que vous savez ou est-ce que nous savons si les seuils annoncés qui concernent le confort d'été seront modulés en fonction de la zone climatique? Oui, oui, c'est ce que j'indiquais, hein, les 350 heures ne seront pas modulées. Le seuil bas sera le même pour l'usage logement, hein, mais sera le même pour toutes les 8 zones climatiques. Par contre, le seuil haut, il est modulé entre 1200 et 1800, 1800 étant pour H2D et H3. Merci. Enfin, avant-dernière question, est-ce qu'il faudra fournir un justificatif d'autoconsommation de photovoltaïque, pardon, pour justifier le taux d'autoconsommation de calcul, ou bien cela se fera-t-il de manière conventionnelle et décorrélée de la réalité? Oui, oui, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer, hein. Le calcul est purement conventionnel et ne se préoccupe pas du montage contractuel. Et donc, on compte de l'autoconsommation, que l'on fasse de la revente totale ou partielle ou pas de revente. Est-ce que c'est pareil pour le label E+, C-? Enfin, est-ce que c'est pareil pour le… Oui, le label E+C-, il n'y a pas de changement, c'était déjà le cas. D'accord. La vraie différence, c'est que l'export est comptabilisé à 0 en RE 2020 et pas, et pas pour le label E+C-. Alors, en fait, les questions finalement continuent à s'accumuler. J'en ai une autre sur les FDES qui sont propres à un produit. On me demande dans quelle mesure, enfin, on vous demande plus exactement, pardon, dans quelle mesure l'imposition d'une référence précise est compatible avec l'esprit du Code des marchés publics. Ah bah, pour le code des marchés publics, il y a toujours la notion de ou équivalent. Ça ne va pas changer. Sauf que le ou équivalent, ça ne concernera plus seulement les caractéristiques techniques, mais ça concernera aussi les caractéristiques carbone. Donc, ce qui était déjà valable pour la RT ou quand on faisait du ou équivalent, bah, il fallait que les performances énergétiques soient au moins équivalentes pour ne pas dégrader l'étude thermique. Bah, là, il faudra que les performances énergétiques soient équivalentes si c'est un produit comme une chaudière et que la performance carbone soit également équivalente. Donc, pour les entreprises générales et pour les entreprises de manière générale, effectivement, lorsqu'on fera des variantes, bah, faudra les faire avec plus de prudence, d'où la tentation qui pourrait être de rester en valeur par défaut. Sauf que ça, c'est une tentation, enfin, cela va maximiser les bilans carbone des projets et ça va très rapidement, on va arriver aux limites de l'exercice. Merci beaucoup. Alors, dernière question, pourquoi les lots électricité seront-ils comptés encore forfaitairement alors que les lots CVC, PB ne le sont pas? La question que je me pose depuis le début, nous, dans le retour d'expérience qu'on faisait, c'était plutôt les lots courant fort, courant faible, pour lesquels on avait le plus de complétude dans la saisie des lots. On voit même qu'il y a des fournisseurs qui commencent à sortir des outils qui permettent de faire, au moins pour le logement, des lots détaillés sur le lot CFO, CFA, ce qu'on ne voit pas du tout sur le CVC-PB. Et objectivement, nous, dans toutes les expérimentations qui ont été faites, on s'est rendu compte que le lot CVC-PB était moins avancé que le lot CFO, CFA. Et donc, je n'ai pas de réponse à votre question, mais je suis sûr que ça ne va pas être simple. Enfin, dernière question, mais c'est une réponse enfin, c'est une question qui s'adresse à nous et que je vous adresse à tous. On nous demande si la documentation de présentation, si elle sera transmise aux participants, sauf des accords de Vianney-Fulard. La réponse est a priori oui, bien sûr, on peut vous envoyer la présentation de Vianney à la suite de ce webinaire, si vous en êtes d'accord, Vianney, bien Oui, oui, bien évidemment. sûr. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie Vianney d'avoir animé ce webinaire vraiment très intéressant. Je sais que c'est un sujet vraiment de grande actualité pour tous nos adhérents. Beaucoup de questions se posent sur ce sujet, notamment dans les délégations régionales. Il y avait une vraie demande en fait d'une présentation de cette RE 2020.
Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire, d'y avoir participé nombreux. Voilà, c'est très valorisant, très enrichissant aussi pour OGF voilà, d'organiser un webinaire où que vous êtes nombreux à suivre. On a vraiment le sentiment qu'on a pu vous aider sur ce sujet-là. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient soit suivre à nouveau le sujet ou soit indiquer à des collaborateurs qui n'auraient pas pu suivre le webinaire, de reprendre, enfin, de resuivre de nouveau une présentation sur la RE 2020, sachez que donc il y a un deuxième webinaire qui sera organisé le 15 juin prochain aux mêmes horaires, toujours animé par Vianney Fulard, toujours sur le même thème, la RE 2020. Donc voilà, si vous voulez refaire une deuxième session ou proposer à vos collaborateurs de suivre une nouvelle session sur le même sujet, sachez qu'il y en aura, voilà, qu'il y en aura un deuxième webinaire le 15 juin prochain. Je vous dis au revoir. Nous allons fermer le webinaire. Et puis, Vianney, je vous transmets les remerciements des participants à votre présentation. Je vous Voilà. remercie. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, je vais mettre la fin de réunion à tous.